sans arrêt des choix dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Et comme j'avais dit, nous faisons également des choix par rapport à l'orientation de certaines de nos décisions, comme le fait d'être de bonne ou de mauvaise humeur, de prendre un événement positivement ou négativement, voir le verre à moitié vide, moitié plein, d'être acteur ou spectateur par rapport à certaines situations. Est-ce qu'on est dans l'action ou on est plutôt plus dans l'observation? Et ces choix se font automatiquement et rapidement pour la plupart des personnes. Bien entendu, ces choix dépendent des situations. Il y a certaines situations où il est peut-être nécessaire qu'il y ait une certaine réflexion au préalable, et tant à d'autres où prenons des décisions sans réfléchir, ces décisions, comme le fait de se réveiller, d'aller se brosser les dents, ben c'est un choix que nous faisons plutôt. De faire sa toilette, c'est un choix aussi que nous faisons. On n'y réfléchit même pas, ce sont des choses qu'on met en place, qu'on a l'habitude de faire. Hein. Le fameux pouvoir des habitudes, ben c'est de s'habituer à faire des choses. Comme les gens qui se réveillent le matin, qui ont instauré 20 minutes de sport le matin avant d'aller prendre leur petit déjeuner. Mais ils n'y pensent même pas, c'est devenu dans leurs habitudes. Et il y a eu aussi de prendre conscience qu'il y a une disparition progressive de notre aptitude de l'être humain à faire des choix réfléchis, mais plutôt des choix orientés. Et j'entends par là le développement du big data. Hein. Aujourd'hui, on reçoit des tas d'informations sur nos smartphones. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous promener dans des centres commerciaux en Europe et en ayant la connexion Wi-Fi, ben vous recevez des messages des magasins par lesquels, hein, à côté desquels vous passez en vous faisant des offres. Mieux que ça, si vous êtes habitué à faire des achats sur Internet, des achats de prêt-à-porter ou autres, eh bien, régulièrement, vous recevez des notifications sur votre téléphone en vous proposant des chemises, en vous proposant des t-shirts, en vous proposant des chaussures de sport. Et vous dites, mais c'est pas possible, ça correspond réellement à tout ce que je veux. C'est ça le big data. C'est que le big data a fait en sorte de prendre en compte les habitudes de chaque personne. Et en fonction de ces habitudes-là, on leur oriente, on leur fait des propositions qui répondent plus ou moins à leurs attentes. Et ce qui fait que, quelque part, on n'a même plus besoin de choisir. On choisit à notre place. Comme Netflix qui sélectionne les films qui répondent à nos besoins, hein, pour les séries et les films. Aujourd'hui, Amazon, pour les gens qui utilisent Amazon, eh bien, il recommande des produits à la carte qui répondent aussi aux attentes, tenant compte des habitudes de consommation des différents clients. Waze, hein, Waze, le fameux Waze, qui nous indique notre chemin les yeux fermés. Hein. Il suffit de monter dans sa voiture et vous mettez l'application Waze, mettez l'adresse et vous y allez. Donc, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Sauf que, pour la petite anecdote, Waze n'emprunte pas souvent le chemin le plus court. Hein. Je l'ai testé à plusieurs reprises et c'est quand même assez marrant hein, de choisir des chemins qui semblent relativement longs et de m'être perdu grâce à Waze aussi en Europe. Donc, c'est pas aussi fiable à 100%. Hein. Donc, autant se fier à soi-même plutôt qu'aux nouvelles technologies parce qu'elles ne sont pas fiables à 100%. Et dans l'environnement professionnel, là aussi, eh bien, la moindre décision est co-construite et soumise à validation, une validation collective. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en réunion et je veux dire, je parle sous couvert de ah non, je ne prends pas de décision, c'est sous couvert de telle personne qui doit décider à ma place. Attendez, on doit quand même donner son point de vue et choisir, assumer son choix aussi. Il y a un cas aussi qui est très, très courant et que j'ai vécu moi-même pour avoir passé beaucoup d'années de ma vie dans le secteur bancaire. Eh bien, aujourd'hui, au niveau des banques, on ne décide plus. Aujourd'hui, c'est le système qui décide. Il y a des niveaux de délégation qui sont mis en place et après, les décisions sont validées par le N+1, N+2, N+3. Donc, alors qu'il y a 40 ans, un directeur d'agence avait la latitude de choisir, la latitude de faire la distinction entre un client qui, à son sens, était fiable et qui méritait une certaine somme d'argent en tant que financement, un autre pas. Donc, je dirais vraiment qu'aujourd'hui, est-ce que vraiment on fait le métier de banquier, c'est-à-dire le métier de banquier, on prend des risques et qu'on assume aussi ces choix qui sont mis en place.
Bon, je ne cherche pas aussi à me mettre les banquiers sur le dos, loin de là. Mais je dirais, aujourd'hui, c'est les systèmes. Hein. J'ai cité l'exemple de la banque, mais c'est valable également dans d'autres secteurs d'activité. Eh bien, faire des choix, c'est aussi une personne qui prend une décision. C'est avoir le courage de prendre des décisions. Et quand on a ce courage de prendre des décisions, de l'assumer, eh bien, parfois dans l'environnement professionnel, on peut être considéré comme un dictateur potentiel, hein, quelqu'un qui décide et qui se concerte avec personne. Donc, lui, il fait cavalier seul, donc ce n'est pas normal. Alors que dans certaines situations, il est parfois nécessaire de prendre une décision et rapidement. Alors, quelles sont les principales difficultés à faire des choix? Effectivement, il y a des choses, comme on a dit, qu'on choisit naturellement, on n'y réfléchit même pas. À côté de ça, il y a quand même pas mal de situations où il est difficile de faire un choix. Eh bien, tout d'abord, il y a cette émotion de peur qui est omniprésente. La peur de prendre la mauvaise décision et surtout de se retrouver en situation d'échec. Et cette peur va générer une paralysie omniprésente. On n'ose pas. On n'ose pas par peur de se tromper, de faire un mauvais choix, peur des conséquences de ce choix-là, peur de risque que cela peut générer, peur d'un échec, bien entendu, peur de regretter une décision, peur de se sentir enfermé par rapport à ce choix-là, peur de l'imposteur, le fait de décider de se lier avec quelqu'un et que peur qu'il n'ait pas été, que ce ne soit pas la bonne personne avec qui on va signer un contrat. Et c'est valable dans plusieurs domaines. Quand on veut changer de travail, hein, cette boule au ventre. Peur quand on veut démissionner aussi d'un travail, c'est cette boule au ventre. Peur de lancer un projet entrepreneurial et la boule au ventre, on n'endort même pas la nuit parce qu'on se dit est-ce que vraiment ça marchera ou pas. Peur aussi de s'engager avec quelqu'un dans la vie parce que se dit c'est un engagement au moins pour toute la vie. Donc cette peur-là est omniprésente aussi. Hein. Donc, peur de faire un achat aussi, quand on parle d'un investissement, acheter un bien immobilier, est-ce que vraiment c'est le bien qui correspond? Est-ce qu'il n'y a pas de vice caché dans ce produit-là? Donc cette peur-là, c'est également un élément qui bloque et qui nous empêche à faire des choix. Deuxième élément de blocage, c'est le fait d'être trop concentré sur le choix. C'est-à-dire d'être trop focalisé et passer trop de temps à réfléchir avant de prendre la bonne décision. Et parfois, le temps n'est pas notre allié, dans le sens où il y a des décisions qu'il faut prendre rapidement. Et si cette décision n'est pas prise à un moment donné, ben c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre et il aura une longueur d'avance sur nous. Donc, il y a cette prise de risque qui est nécessaire, cette audace qu'il faudrait avoir. Parce que quand on fait un choix, il est difficile, voire impossible de savoir si c'est la bonne décision ou si c'est la mauvaise décision. Et surtout de se dire que cette décision que je prends, cette décision que nous prenons, que vous prenez, eh bien, les résultats de cette décision dépendront de ce que vous avez mis en œuvre pour faire en sorte que ce soit une bonne décision. Parce que faire un choix, c'est un processus. Certes, vous avez choisi, mais c'est-à-dire que vous avez déclenché quelque chose. Eh bien, déclencher quelque chose, c'est de faire en sorte de vous donner les moyens pour réussir cette décision que vous avez prise. Il y a 6 ans de cela, lorsque j'ai quitté le secteur bancaire pour rejoindre le premier grande boîte familiale dans le secteur de l'immobilier, enfin le numéro 1 dans le logement social, sans citer le nom, eh bien beaucoup d'amis, beaucoup de familles m'ont déconseillé à y aller parce que effectivement, c'est une entreprise où il y a un turnover très important, où les gens démissionnent, et les gens sont licenciés s'ils n'ont pas satisfaction au bout d'1 mois ou 2 mois. Et donc, moi, je me retrouve à l'âge de 40 ans à m'engager dans un nouveau projet professionnel
bien entendu avec une famille à charge et avec effectivement cette pression. Et j'ai, malgré en fait, les remarques des amis, des collègues, de la famille, j'ai assumé, j'ai pris cette décision d'y aller et je suis parti, sauf que je suis parti dans un seul esprit, dans l'esprit de réussir ma mission. Je ne me suis donné aucune autre alternative. Je suis entré dans cette entreprise dans l'objectif de réussir pleinement ma mission. La notion d'échec n'existait même pas dans mon esprit. Mais figurez-vous que ça fait toute la différence. Lorsque vous êtes dans un état d'esprit positif et que vous dites « je suis là et je dois réussir ma mission », bien entendu, il y a un stress, mais ça reste un stress positif, eh bien, vous faites tout, même vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez, vous leur faites divulguer, sentir cette volonté de réussir dans cette mission. Et j'ai passé 2 ans dans cette entreprise que j'ai quittée par en propre volonté. Et ça a été 2 ans exceptionnels, où j'ai fait des choses magnifiques. J'ai eu une expérience exceptionnelle. Pourtant, tous les éléments qui m'ont été communiqués, ça ne sont pas appliqués à moi parce que, pour la simple raison que j'ai pris une décision, j'ai fait un choix et j'ai fait en sorte que ce choix soit réussi parce que je me suis donné les moyens et aussi l'état d'esprit pour réussir dans cette décision. Parce qu'une décision n'est bonne que lorsqu'elle est prise. Lorsqu'une décision n'est pas prise, on ne peut pas parler de décision, on ne peut pas parler de choix. Autre élément de blocage, c'est le manque d'information. Effectivement, le manque d'information peut nous bloquer, nous empêcher de faire un choix. Imaginez quelqu'un qui veut se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial et qui ne dispose pas d'informations sur la concurrence, il ne dispose pas d'informations sur la législation par rapport à ce produit que vous voulez commercialiser ou ce service que vous voulez proposer. C'est vrai que ça aussi, ça peut être un élément, une crainte de se dire si je me lance, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce que je puisse me tromper et me retrouver en situation d'échec? Et c'est vrai que lorsqu'il y a un manque d'information, le fait de se fier uniquement à son intuition, ce n'est pas suffisant. L'intuition est très importante. Je dirais que l'intuition, c'est la base de tout. Il faut faire un choix. J'en parlerai un peu plus tard. Mais intuition sans qu'il y ait des informations, ça aussi, ça peut être un élément de blocage. Donc, la nécessité de prendre en considération tous les paramètres avant de faire un choix. Surtout pour des choix qui sont réfléchis, des choix qui vont nécessiter quand même, consiste à un investissement, ou bien un choix déterminant dans votre vie. Ça nécessite de vous munir de tous les paramètres pour pouvoir, avant de faire ce choix-là, de considérer la décision que vous allez prendre. Autre élément de blocage, c'est l'appréhension des conséquences. On se dit, et si je me trompe? Et si je me retrouve en situation d'échec? Bien entendu que toute décision a un impact sur notre vie, notre carrière, mais aussi sur les autres. C'est une réalité. Qui dit décision, dit changement. On ne peut pas dire qu'on fait un choix, et un choix qui ne va pas générer un changement. Soit un changement, choix de ne pas changer de travail, c'est un changement là aussi. Changement, c'est-à-dire d'avoir accepté de rester, de faire du surplace. Choix de changer d'environnement, c'est le choix de découvrir un nouvel environnement, de sortir de vos zones de confort. Mais c'est cette appréhension de conséquences de nos choix qui rend difficile cette prise de décision. Et surtout, comme on l'a dit à plusieurs reprises, cette multiplication des scénarios négatifs qui nous remplissent notre esprit. On a dit que l'être humain a 300 pensées positives par minute, que sur 300 pensées positives, il y en a 80% qui sont généralement négatives. Alors imaginez quand il s'agit d'une prise de décision et que 80% des pensées négatives nous traversent l'esprit, oui, effectivement, ça nous freine pour prendre une décision. Parce que la plus grande difficulté n'est pas de prendre des décisions, mais plutôt de les assumer et de se dire, appréhension de conséquences, je choisis une décision, je fais un choix et j'assume ce choix-ci. Donc, là, on va parler du manque d'information. Il y a aussi l'importance des émotions. Parce que les émotions, on en parlait lors de la conférence sur l'intelligence émotionnelle, sur comment vivre de sa passion, sur comment gérer ses émotions. Eh bien,
faire un choix, ce n'est pas toujours un acte rationnel et logique. Parfois, c'est soit un choix qui est fait à la va-vite, soit dans l'euphorie, ou bien dans une situation de colère. Donc, il y a les deux extrêmes qu'on peut rencontrer. Imaginez que quelqu'un vient vous voir et vous dit « J'ai une superbe offre pour vous, je vous achète votre maison à un prix défiant toute concurrence. » C'est une offre que vous n'avez jamais entendue de votre vie, et puis même au niveau du marché, c'est un prix, et vous dites « Ah, c'est une super offre, donc je m'engage, oui, je prends. » C'est une décision qui est prise de façon irrationnelle. Parce que vous avez fait une offre, mais vous n'avez pas mesuré les conséquences de cette offre-là. Et les émotions, c'est chercher à opter pour la solution qui est la plus sûre en fonction aussi de nos valeurs et de ce que nous sommes. Donc notre système de valeurs est également omniprésent dans la prise de décision. Donc le système de valeurs, comme on a dit, il a un impact direct sur nos émotions. D'accord ? Et il y a certaines études scientifiques qui ont prouvé le rôle fondamental des émotions dans la prise de décision, dans le fait de prédire des conséquences de décision et également de nous renvoyer dans des scénarios futurs. Et aussi, les émotions immédiates nous aident aussi à valider notre choix. Il y a aussi l'autre élément de blocage, c'est le fait de comparer l'incomparable. Quand on est amené à faire des choix, on compare des options qui souvent ne sont pas comparables. C'est-à-dire démarrer un projet entrepreneurial et se dire, à côté, il y a telle entreprise qui est dans tel domaine, eh bien, c'est un gros concurrent, c'est impossible que je sois au même niveau. Mais vous êtes à deux dimensions qui sont complètement différentes. Il y en a qu'un qui entre dans le marché, l'autre qui est déjà présent dans le marché. Donc, ce sont deux approches qui sont différentes. Et c'est le fait de se mettre dans cette position ou de comparer avec l'incomparable, eh bien, ça génère cette pression supplémentaire et cette difficulté à faire un choix. D'accord ? Ou de se dire, je vais intégrer une multinationale où l'anglais, on parle uniquement l'anglais. Moi, mon niveau d'anglais est moyen. Par contre, par rapport à ma technicité, j'ai un savoir-faire. Et de se dire, mais le fait que d'autres dans cette entreprise parlent couramment anglais, qu'il y a des Américains, qu'il y a des Anglo-Saxons qui travaillent, mais pour moi, c'est un élément qui va être pénalisant parce que je parle moyennement anglais. Non, ce sont deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire, vous avez un savoir-faire, vous avez des connaissances pour lesquelles vous pourrez apporter une valeur ajoutée pour cette entreprise. Et l'anglais, c'est un support, c'est un moyen de communication. Ce n'est pas un élément qui est le plus important pour réussir dans cette entreprise. Okay ? Donc, d'où cette notion de ne pas comparer l'incomparable. Et parfois, cet excès de comparaison peut bloquer dans cette prise de décision. Et ça peut être aussi associé à une attitude perfectionniste. C'est de se dire, si je n'ai pas tous ces ingrédients, ben, je ne m'engage pas à changer d'entreprise, je ne m'engage pas à faire un choix professionnel ou un choix professionnel, je ne m'engage pas à changer de vie. D'accord ? Donc, perfectionniste aussi quand on veut choisir notre partenaire de vie, on a l'impression, c'est dans le portrait robot, on ne sait pas ce qu'on veut en faire, mais attendez, on cherche toujours l'homme idéal, on cherche toujours la femme idéale, mais c'est quoi l'homme idéal? C'est quoi la femme idéale réellement? C'est un ensemble, c'est un courant qui passe, ce sont des personnes qui se comprennent, ce sont des vibrations qui se font entre des personnes, indépendamment si la personne elle mesure 1m70 ou 1m65, ou est-ce elle fait 42 de taille, ou 40, ou 38, ou 35. Donc c'est pour cela que cette attitude perfectionniste fait que parfois on n'ose pas prendre cette décision, se dire non, j'attends toujours, attendez quoi, j'attends le déluge. Alors, la troisième partie que nous allons aborder, c'est comment apprendre à faire les bons choix. Pas les mauvais choix, mais les bons choix, parce qu'on fait aussi des mauvais choix. Alors, tout d'abord, c'est d'identifier les motivations cachées.
c'est-à-dire celles qui peuvent nous mener vers une solution de facilité. Je m'explique. Vous devez recruter quelqu'un. Et sur les personnes que vous avez, les CV que vous avez le CV d'une personne qui vous a été recommandée, que vous connaissez, ou personne qui a fait la même école que vous, par exemple. Donc, il y a on va dire, ce point commun entre vous et cette personne, mais sans plus. La solution de facilité, c'est de recruter cette personne parce qu'il y a ce lien, on va dire, du fait que vous avez fait la même école, c'est la personne qui a été recommandée par telle autre personne. Vous avez à côté de ça d'autres CV, tout aussi valables, et peut-être qu'en cherchant mieux, il se peut que vous ayez un profil qui corresponde réellement à votre besoin qu'en faisant cette solution de facilité. Donc, ce sont ça, ces motivations cachées qu'il faudrait identifier. D'où l'importance d'éliminer toutes ces options qui ne conviennent pas et pour connaître nos réelles préférences, c'est-à-dire des préférences qui soient objectives, tout en prenant compte de ces objectifs, nos objectifs réels et non pas des objectifs subjectifs. Et d'où la nécessité de réfléchir à la manière de prendre des décisions pour faire la distinction entre un choix intuitif, un choix juste au flair, un choix rationnel, ça correspond à un choix qui se rapproche d'un choix lié à la solution de facilité, et un choix éclairé, c'est un choix dans lequel nous avons pris en compte tous les paramètres nécessaires pour que cette décision soit la bonne décision et qu'elle soit prise de façon objective. Deuxième élément pour prendre une bonne décision, c'est établir un arbre de choix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est en fait d'établir une préférence entre plusieurs options. C'est de dresser différentes options. Quand il y a différentes options qui se présentent à vous. Ça peut être par exemple de décider de partir en vacances. Allez, après le confinement, vous décidez de partir en vacances en juillet, en août, je ne sais pas, et vous ne savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller. Et donc, il y a lieu de placer devant vous toutes les options et regrouper celles qui obéissent à la même finalité. C'est-à-dire, la même finalité, c'est de passer de bonnes vacances, vous reposer au soleil, profiter du bon temps. Et donc, tenant compte de tous ces paramètres-là, eh bien, vous allez déterminer et effectuer un arbre de choix. Un arbre de choix peut s'articuler comme ça. Donc, partir en vacances. Alors, soit vous avez la décision, par exemple, de partir en Europe, et décision 2, décision 3, c'est partir en Espagne, par exemple, ou bien l'Allemagne, ou bien la Hongrie. Ou bien, deuxième choix, c'est faire uniquement rester ici et visiter la famille, ou visiter les parents, visiter la belle famille, par exemple. D'accord ? Et il y a d'autres décisions, il y a d'autres sous-décisions qui vont se mettre en place. Donc, il faut, à la base, vous définissiez la problématique. Donc, la problématique, c'est partir en vacances. Après, bien sûr, votre décision, c'est de passer de bonnes vacances. Donc, il faut vraiment que vous dressiez tous les détails pour faire en sorte que ce soit vraiment de bonnes vacances que vous allez passer. D'accord ? Donc, vous allez définir les branches porteuses, donc partir en Espagne. Ensuite, si vous décidez de partir en Espagne, vous allez décider, soit je vais aller à la Costa del Sol, ou bien je vais aller à Barcelone, ou bien je vais aller à Grenade, ou Cordoue, donc, ou bien sur la Costa Brava. Chacun va choisir. L'Allemagne aussi. Donc, vous allez rentrer plus dans les détails. Hein. Ensuite, donc, vous allez définir les sous-branches. Ensuite, les critères discriminants. Critères discriminants, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le prix de l'hôtel qui est proposé en Espagne versus l'Allemagne versus la Hongrie. Les moyens de transport, tout ce qui est loisirs qui sont proposés sur place, ça aussi c'est important. Et donc, vous allez faire des calculs avant de prendre la décision optimale pour choisir. Et moi, je trouve que ça, c'est un arbre de choix qui est très intéressant, valable bien entendu aussi bien pour cette proposition de partir en vacances, mais valable aussi pour d'autres choix. Quand on veut lancer un projet, quand on veut changer de travail aussi, quand on veut changer de ville pour aller vivre dans une autre ville, il faut prendre en compte tous ces éléments-là, tous les critères, tous les branches porteuses, tous les critères discriminants pour vous orienter à prendre ou faire un bon choix. Autre élément intéressant, c'est de solliciter l'avis des autres. C'est important d'échanger sur un projet à d'autres personnes.
ça nous permet de nous confronter à notre vision du monde. Parce que notre vision, hein, on en a parlé à plusieurs reprises, notre prisme est différent du prisme de l'autre. Donc, étant donné qu'on veut prendre une décision, ben, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur le point de vue d'autres personnes. Ça permet d'intégrer d'autres niveaux de réflexion. Et quand on sollicite un avis, on peut considérer ça comme une richesse, hein, parce que c'est un partage, c'est une recommandation, c'est un point de vue. Et ça permet aussi d'identifier des zones qui sont inexplorées, hein, des zones auxquelles on n'a pas pensé. Parce que quand on est trop focalisé sur un choix, ben, il y a un certain nombre de choses qu'on ignore. Ben, le fait de faire appel à des personnes qui n'ont pas de connaissance de projet, des personnes qui sont externes de cette décision, de ce choix qu'on va prendre, eh ben, ils peuvent toujours jouer un rôle très positif pour nous orienter dans ce choix-là. Il y a aussi le fait d'imaginer le pire et le meilleur. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est une façon de se décontracter, de se dire quelles sont, si je venais à imaginer les PCP, c'est-à-dire les pires conséquences possibles que je peux rencontrer dans un projet. Par exemple, mon cas, quand j'avais intégré la boîte de promoteur immobilier, pire conséquence possible, c'est de me faire licencier au bout du premier mois. Donc, alors, pire conséquence, quel impact cela aurait, quel impact y aurait dans ma vie? Donc, impact financier, certainement, déséquilibre peut-être un peu familial, mais peu importe, possibilité toujours de rebondir ailleurs. Donc aussi, quand on imagine le pire et le meilleur, c'est de mettre en place le principe de perte acceptable qu'on avait abordé lors de la conférence sur l'effectuation, hein, sur le nouveau mode de fonctionnement des entrepreneurs. C'est de se donner un certain montant de perte dans un projet ou un certain temps que vous vous donnez et puis passer ce délai-là ou au-delà de cette somme que vous avez perdue, ben vous allez opter pour une autre option. Ça aussi, c'est une manière pour vous encourager à prendre cette décision, donc à vous lancer, à faire un choix. Et il y a aussi une technique qui est assez sympa, c'est de dédramatiser le choix immédiat en appliquant la technique du 10-10-10. C'est-à-dire, si je prends cette décision maintenant, qu'est-ce que j'en penserai dans 10 minutes? Qu'est-ce que j'en penserai dans 10 mois? Et qu'est-ce que j'en penserai dans 10 ans? C'est-à-dire, quel serait l'impact de cette décision dans 10 minutes, dans les prochaines 10 minutes? Quel serait son impact dans les 10 prochains mois? Et quel serait son impact dans les 10 prochaines années? Et là, ça nous fait complètement changer la donne par rapport à un choix que nous faisons. Parfois, on a tendance à trop dramatiser la situation, alors qu'il n'y a pas lieu de dramatiser autant. Autre moyen, c'est d'adopter une autre personnalité, c'est de se mettre à la place de l'autre. Quand on est face à une décision difficile à prendre, ben, c'est de mettre à la place d'autrui. Surtout, par exemple, d'un projet ou de se dire, ben, tel client final, quel comportement pourrait-il avoir si j'offre ou je propose tel produit ou de cette manière ou de telle autre manière? Et le fait d'adopter cette autre personnalité, de se mettre dans la peau de l'autre, ben, c'est pouvoir anticiper des conséquences auxquelles on n'a pas pensé au départ. C'est un peu le même point de vue, la même approche que le fait de demander l'avis d'autres personnes. Et c'est aussi une excellente manière de s'opposer à soi-même. Parce que lorsqu'on a mis en place des croyances limitantes, des blocages, surtout pour les personnes qui sont frileux dans leurs décisions, qui sont pessimistes, eh bien, c'est de considérer leurs décisions de façon un peu plus audacieuse que d'habitude. Parce qu'en se mettant à la place de l'autre, ben, on peut sortir, c'est une manière aussi de sortir de sa zone de confort et de considérer les choses différemment et peut-être même nous encourager à choisir et à être un peu plus audacieux que d'habitude. Autre élément important, c'est d'apprendre à procrastiner un peu. C'est parfois de repousser à plus tard la prise de décision complexe. Mais ce n'est pas un hasard qu'on dit que la nuit porte conseil. On l'avait dit hier, la nuit permet de porter conseil et permet aussi d'éviter de faire des erreurs. Donc parfois, il y a certaines décisions, ne pas réagir sur le va-vite.
temporiser. Et surtout, apprendre à maîtriser ses émotions avant la prise de décision. Et que ce soit dans l'environnement familial, que ce soit dans l'environnement professionnel, que ce soit dans l'environnement social, dans toutes les circonstances, ne jamais agir de façon impulsive, au risque à ce que le choix qui sera fait peut être un choix regrettable. Une personne qui va voir, qui va venir se plaindre, tel m'a fait, non. Ok. Moi, en tout cas, durant ma carrière professionnelle, lorsque j'ai été confronté à des situations de plainte de collaborateurs vis-à-vis d'autres collaborateurs, j'ai toujours fait en sorte de demander l'avis des deux personnes, des deux parties. Parce que prendre l'avis d'une seule partie, c'est jamais suffisant. Et le fait de se donner le temps aussi de recevoir le premier, ensuite de recevoir le deuxième et de faire en sorte à ce qu'ils confrontent les deux, ben c'est une bonne manière de pouvoir baisser on va dire, la tension et de pouvoir envisager un rétablissement des relations. Donc, procrastiner un peu, pas besoin de prendre des décisions dans la vie, et de s'accorder le temps de réflexion nécessaire avant de faire un choix. Surtout lorsqu'il s'agit de choix importants à faire dans la vie. Hein, on a dit qu'il y a des choix qui se font de façon, on va dire, spontanée, on n'y pense pas, donc ça, on n'en parle pas. Mais il y en a certains d'autres où ça nécessite ou c'est recommandé de prendre le temps de réflexion pour surtout faire et se donner toutes les chances de faire le bon choix. C'est aussi, faire le bon choix, c'est aussi débrancher son ego. Hein? Vous savez, la prise ego, vous l'enlevez, vous débranchez la prise ego, comme ça, il y a le niveau ego qui était à 100, il se retrouve à 0, ça y est. Pas de sèche d'ego, il n'y a plus d'ego. En fait, vous empêchez l'ego de décider à votre place et de faire un mauvais choix. Parce que l'ego, c'est parfois cette forme d'arrogance que nous avons en nous. Ben non, moi, c'est moi qui ai raison, c'est pas l'autre qui a raison, l'autre a tort. Pourquoi c'est mon point de vue qui compte, c'est pas le. Mais je peux vous assurer que durant ma carrière professionnelle, à plusieurs reprises, j'ai eu le plaisir de collaborer avec des personnes avec des tempéraments différents du mien. Moi, je suis par nature quelqu'un qui est assez fonceur, positif, et j'ai eu dans mon équipe des personnes qui étaient beaucoup plus frileux, beaucoup plus dans la défensive. Ben, je peux vous assurer que grâce à ces personnes, j'ai pu éviter de prendre de mauvaises décisions. Parce que le côté un peu fonceur, ce n'est pas toujours recommandé. Parfois, il faut savoir prendre un peu de recul. Et je dirais, en toute humilité, c'est grâce à cet ego que j'ai eu la capacité de débrancher de temps en temps, assez souvent, et de prendre en compte le point de vue de l'autre, de considérer le point de vue de l'autre, même si au niveau hiérarchique, j'étais le directeur et lui était… Mais peu importe, pour moi, ce n'est pas ça qui compte. Pour moi, c'est l'individu qui compte, peu importe le titre. Le titre, pour moi, ça n'a jamais compté dans ma vie. C'est les échanges entre les personnes. Et parfois, il y a des propositions qui semblent sensées. Et c'est bon aussi de se dire, finalement, je pense qu'il a raison. Finalement, il y a lieu de me remettre en question et de reconsidérer ma décision. Et ça permet aussi c'est aussi bien quand le fait de débrancher son ego, c'est de lister les plus et les moins. Hein, vous prenez une feuille, un papier, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul aussi. Une feuille en papier, et puis vous listez les plus et les moins pour une prise de décision. Hein, si vous décidez de changer de vie, décidez d'aller dans une autre ville, de changer de travail, de changer de pays, bien, quels sont les plus? Vous allez prendre une feuille, vous allez partager en deux. Une colonne, vous allez mettre les plus, et l'autre colonne, vous allez mettre les moins. Ben, quels sont les plus de faire ce choix? Et quels sont les moins par rapport à ce choix-là? Mais ça permet aussi de bien recadrer les choses par rapport à votre vision, par rapport à vos émotions, et aussi par rapport à vos choix, par rapport à ce qui vibre en vous, les choses qui sont importantes pour vous. Et débrancher son ego, c'est aussi distinguer entre une valorisation à court terme et des conséquences à long terme. Quand je dis valorisation à court terme, c'est quelqu'un qui va vous proposer un super job avec un super salaire, sauf que les conséquences à long terme, c'est peut-être une entreprise qui n'a pas on va dire, une culture sociale, on va faire en sorte à ce qu'on soit épanoui dans cette entreprise. Donc, peut-être qu'à court terme, c'est l'euphorie parce qu'on va doubler notre salaire, notre revenu, mais à moyen terme, les conséquences risquent d'être fâcheuses parce qu'on ne sera pas épanoui
dans cet environnement. Donc là aussi, il y a cette notion de débrancher son ego qui est importante. Autre point qui est là, c'est des choses qui ont du sens, beaucoup de sens pour moi, c'est écouter ses énergies vitales. C'est se reconnecter avec soi, se reconnecter avec ce qu'on veut vraiment, des choses qui parlent pour nous. Et un bon indicateur, c'est de ressentir quand vous faites ce choix, si ce choix est quelque chose qui m'épuise ou c'est quelque chose qui me donne de l'énergie. On ne sent pas la fatigue. On est là tous les jours parce qu'on sent que c'est quelque chose qui nous parle. On est en équilibre avec nous-mêmes. Et le fait d'écouter son cœur et son intuition est fondamental pour nous aider à prendre la bonne décision. Au-delà des arts de décision, bien sûr, on a besoin d'autres outils d'aide à la décision. On a besoin de procrastiner un peu. On a besoin de l'avis d'autres personnes. Mais c'est important, très, très important, d'écouter ses énergies vitales. Écouter son cœur et son intuition. Ces deux éléments. C'est votre baromètre. C'est votre boussole qui va vous indiquer quelle voie choisir. Parce que c'est une voie qui vous parle. Et enfin, c'est d'assumer son choix. Une fois que la décision est prise, ne plus en douter. Possibilité de recadrer des choses en milieu de parcours, oui. Mais la décision est prise, on ne revient plus en arrière. Et ça suppose d'avoir confiance en soi. Confiance en le choix que nous avons fait. Et de rester positif. De se dire que malgré tous les obstacles, malgré tous les échecs que je risque de rencontrer, eh bien, je poursuivrai mon chemin pour arriver à destination. Et de se donner aussi, d'avoir la latitude de prendre de risques, de se tromper. Peut-être plusieurs fois. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper plusieurs fois. Moi, par exemple, j'ai changé de travail pendant 7 fois, 8 fois, durant ma carrière professionnelle. Et c'est sans aucun regret que j'ai fait ces choix-là. Mais vraiment, aucun regret d'avoir changé d'environnement professionnel, d'avoir eu également différentes expériences entrepreneuriales, de faire ce que je fais aujourd'hui avec énormément de passion. Mais je me dis que c'était peut-être ce cheminement qui était nécessaire pour me mener là où je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Il y a juste un cheminement à entreprendre. Et d'accepter que toutes ces erreurs, d'accepter tous ces échecs, c'est un apprentissage. Et de se dire, j'assume pleinement mes choix. Nous assumons pleinement nos choix pour finalement faire le bon choix. Et je termine avec, comme d'habitude, par une citation. Cette fameuse citation va finir par arriver. C'est une citation de Steve Jobs. « Aie le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Ils savent ce que tu veux réellement devenir. Le reste est secondaire. » Donc, suivez votre cœur et votre intuition, les diamants. Merci infiniment pour votre attention.